Ah, c'est bon. C'est bon, ça a commencé. Super. Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc, dans l'émission Voix libre de Espoir et Dignité. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Guénolé, politologue, professeur de relations internationales, communicant et éditorialiste. Nous allons analyser ensemble son expérience sur la flottille l'Aurora pour Gaza et le plan Trump, la nouvelle résolution de l'ONU concernant Gaza. Thomas Guénolé, merci d'être parmi nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la flottille? Qui était présent à bord de l'Aurora et avez-vous eu peur à un moment donné? Bonjour, je suis très heureux d'être ici avec vous. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à rejoindre la... D'abord, c'est une personne qui m'a poussé à rejoindre la flotte humanitaire pour Gaza. Cette personne, c'est un médecin humanitaire qui s'appelle Hicham El-Gaoui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de me préparer un livre qui sortira dans quelques mois d'ailleurs, sur un livre pour rendre hommage aux Palestiniennes, les résistantes, les artistes, les responsables politiques, les intellectuels, les artistes. Et dans ce contexte-là, j'avais interviewé Hicham El-Gaoui, qui est devenu un ami, qu'il est toujours d'ailleurs. Et ultérieurement, il m'a expliqué ce qu'était, il m'a raconté son expérience de la Global March to Gaza. Et ensuite, je lui ai demandé, mais c'est quoi l'étape d'après? Et il m'a décrit un dispositif dans ses grandes lignes qui allait être la Global Sumud Flotilla, qui est finalement l'équivalent par voie de mer de ce qu'était la Global March par voie de terre. Et donc, quand il m'a décrit ça, je lui ai demandé s'ils avaient l'intention d'embarquer des personnalités, médiatisées, ayant une notoriété dans leur pays, pour faciliter la médiatisation maximale de la flotte. Parce que la médiatisation d'une flotte, on le sait, depuis le Mavi Marmara, et à contrario, le Conscience, qui n'avait pas été médiatisé et qui donc avait pu s'en prendre plein la gueule vraiment très vite par l'armée israélienne internationale, le Madlin, lui, était très médiatisé et donc a pu s'approcher beaucoup plus près. Et donc, en quelque sorte, la médiatisation maximale, elle sert de protection. Elle ne protège pas complètement, mais elle protège davantage que d'essayer d'y aller en loose day. Et donc, je lui ai demandé s'ils avaient l'intention d'utiliser ce dispositif à nouveau. Il m'a dit oui, absolument, c'est prévu. Et je lui ai demandé, du coup, ça a été un cri du cœur, est-ce que je peux venir? Et il m'a dit oui, tu es le bienvenu. Et ça s'est fait comme ça. Alors pourquoi je me suis porté volontaire, du coup? Ce que je dis maintenant rétrospectivement, parce que je n'y ai pas du tout réfléchi, en fait, c'était vraiment un cri du cœur. Maintenant, je sais que, en fait, quand vous vous engagez pour une cause, d'abord, il est matériellement impossible de s'engager pour toutes les grandes causes qui le justifieraient. Alors, pourquoi telle cause et pas telle autre? C'est une vraie question. Eh bien, je pense que dans la vraie vie, on ne choisit pas la cause pour laquelle on s'engage comme on choisit un vêtement sur un catalogue La Redoute. Ce qui se passe, c'est que vous vous sentez appelé par la cause. Et donc, c'est pas vous qui choisissez la cause, c'est la cause qui vous appelle. C'est difficile à expliquer autrement. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la cause palestinienne. Et quelque part, si je m'engageais pour une autre cause, alors je vous parle, j'aurais l'impression très désagréable d'être infidèle à la cause palestinienne. Et ce n'est pas dans mon tempérament. Voilà, ça c'est pour le pourquoi de l'engagement. Ensuite, votre question c'était qui y avait à bord de l'Aurora? Voilà, comment ça s'est passé donc à bord parce que j'ai entendu dans des interviews vous expliquer qu'il y avait vraiment des gens qui étaient différents, qui avaient des visions aussi différentes et que finalement vous étiez tous main dans la main par rapport à cette cause. Ah bah oui, moi si vous voulez, quand il y a eu tout un pataquès médiatique très très mal intentionné et plein de calomnies à notre égard dans plusieurs médias français pendant qu'on était en mer, sur le thème la flottille est homophobe. Vous vous souvenez de ce moment-là? Oui, Ou absolument. pas? Ouais. Et en Bien fait, sûr, je me souviens, il y avait beaucoup de polémiques, comme quoi c'était qu'il y avait des influenceurs, des Instagrammeurs, qu'il y avait aussi des personnes radicalisées. Oui, il y a eu énormément de polémiques par rapport à la flottille. C'est pour ça que je vous pose cette question. Et justement, en fait, moi, je me souviens, parce qu'il y a pu y avoir des polémiques après, mais la grosse polémique qu'il y a eu pendant, une des grosses polémiques qu'il y a eu pendant, c'était ouais, la flottille est homophobe. Alors concrètement, moi, ce dont je peux témoigner pour répondre à votre question par la même occasion, c'est que sur le bateau, on avait sur le même bateau, le mien, l'Aurora, un Malaisien qui était mon camarade de chambrée, c'est-à-dire qu'on dormait dans la même chambre, enfin dans la même cabine, et on dormait en réalité dans le même lit par manque de place. Donc j'avais un Malaisien donc dans ma cabine qui est musulman pratiquant,
est organisateur de pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire c'est son activité principale dans la vie et sa foi pratiquante, c'est la chose la plus importante dans sa vie. Et sur le même bateau, vous aviez Sharka, qui est une artiste queer, qui fait des performances de type BDSM, de nationalité tchèque. Si vous voulez, dans l'ordre du cosmos, on est quand même sur des choses prodigieusement différentes, des univers mentaux prodigieusement différents, vous voyez. Et Oui, pourtant, c'est même pas qu'ils se toléraient mutuellement, c'est même pas ça, c'est qu'ils ne se sont jamais, jamais posé, ne serait-ce que posé la question de leur compatibilité ou de leur légitimité l'un envers l'autre à être là. Jamais, juste jamais. Pourquoi? Parce que c'était totalement secondaire par rapport au fait qu'on ait en commun d'avoir décidé d'embarquer pour Gaza. Cet élément-là crée entre nous une fraternité irréfragable, c'est-à-dire qui dépassait toute autre considération. Alors, il y en avait d'autres. Hein. Quand je vous dis qu'il y avait vraiment de tout, c'est que je vais vous prendre quelques exemples. Je ne vais pas vous les faire tous, mais on avait par exemple une cuistot de refuge de montagne italienne branchée chamanisme. On avait un cadre dirigeant italien de Greenpeace Italie. On avait un ancien photographe en zone de guerre retraité précocement et qui ensuite est devenu comment dire, s'est installé à demeure, à habiter avec sa famille dans un voilier et qui donc était notre capitaine. On a eu ensuite, après la Crète, après le bombardement des drones, on a eu un autre capitaine qui, lui, était un skipper avec 30 ans d'expérience. Faut imaginer le marin bourru, catalan, avec une grosse barbe blanche et en train de rouler ses clopes à la chaîne. On avait une capitaine professionnelle, j'allais dire, pour MSF, pour aller chercher, pour aller récupérer des naufragés, des réfugiés en Méditerranée. C'est-à-dire que c'est ça qu'elle fait pour le travail. Et donc, quand elle prend des congés, bah, elle vient avec nous pour Gaza. Et voilà, tous ces profils-là, il y avait moi qui suis surtout connu pour être un débatteur de plateau télé, vous voyez, pour le public français. Donc on ne m'attendait pas forcément à cet endroit-là. Et tout ça, ça fait, vous vous souvenez peut-être de la chanson de Maurice Chevalier, et tout ça, ça fait d'excellents Français. Et bien là, et tout ça, ça fait une excellente flotte humanitaire. voilà. Donc c'était vraiment votre humanisme qui vous liait. Tout Et à fait. est-ce que vous avez eu peur avant de monter et pendant? Alors, avant, non. Avant, non. Et rétrospectivement, je pense qu'on n'avait pas peur avant parce qu'on n'avait pas forcément anticipé ce qui nous attendait réellement. C'est-à-dire que ce qu'on avait anticipé, c'était qu'il nous arriverait la même chose qu'aux flottilles précédentes. Les flottilles précédentes, c'était 1 ou 2 ou 3 bateaux, avec une dizaine de personnes dans chaque bateau. Là, on y est allé à 42 bateaux. On était donc plus de 400 volontaires. Et donc, on n'a pas anticipé deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas anticipé qu'on aurait des bombardements par des drones militaires israéliens aussitôt dans la traversée, puisqu'on a été bombardé au large de la Crète. Vous voyez Israël, vous voyez la Crète, c'est pas à côté. Hein. Donc, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à l'intensité des bombardements en question, puisque vous avez un bateau sur 4 sur la quarantaine qui ont été touchés. J'ai pas dit couler, hein, mais heureusement d'ailleurs, mais ils ont été touchés. Quand le lendemain vous faites les réparations et que vous voyez qu'à un moment il y avait une voile et là il n'y a plus de voile, c'est frappant quand même. C'est-à-dire qu'ils nous ont balancé, ils nous ont pas jeté des bombes comme un avion jette des bombes, entendez-moi bien, mais ils nous ont lancé l'équivalent pour que les gens se rendent compte, pour qu'on sache de quoi on parle, c'est l'équivalent de grenades incendiaires, de grenades aveuglantes et de grenades assourdissantes. En pratique, c'est ça qu'ils nous ont balancé pendant plusieurs heures. Et donc ça, on s'y attendait pas, honnêtement. Et donc il y a vraiment eu un avant et un après. D'ailleurs, on a un quart des volontaires qui sont partis quand on a fait escale en Crète pour faire les réparations. Il y en a un quart qui ont dit « Ok, nous, on s'en va. On n'a pas signé pour ça, on s'en va. » Et les 3 quarts restants sont restés, justement. Et on a eu des volontaires qui se sont manifestés et qui nous ont rejoints en Crète, qui ont embarqué en Crète, qui, eux, se sont portés volontaires après les bombardements. Je leur rends hommage. Et donc, ce qu'on n'a pas anticipé non plus, c'est que jusqu'à présent, les conditions de détention pour le Madeleine, pour le Handala, etc., elles étaient difficiles. C'était de la détention administrative en conditions très dures. Mais ce n'était absolument pas comparable à ce que nous avons vécu au camp de Ketiot, qui est surnommé par les Israéliens eux-mêmes le Guantanamo israélien. Donc là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a été traités comme des prisonniers palestiniens, ce n'est pas vrai.
À quel moment vous avez été arrêté? À quel moment? Donc, pouvez-vous raconter en détail l'intervention Alors en Israël? détail, non, parce que ça prendrait au moins 2 heures, mais sur les points principaux, on a été intercepté à environ 100 km de la côte de Gaza. Alors, pardonnez cette fierté collective, mais c'est un nouveau record. En tout cas, depuis que le génocide a commencé, entendez-moi bien. Il y en a qui ont fait beaucoup mieux, puisqu'ils ont carrément réussi à accoster et à livrer leur cargaison humanitaire, mais c'était il y a des années. Là, on a dépassé le point d'interception, y compris du Handala, qui était arrivé encore plus près que le Madlin. Il faut savoir que si on avait dispersé au maximum dans une sorte d'axe parallèle à la côte, si on avait dispersé au maximum notre flotte de plus de 40 bateaux, la marine israélienne n'aurait pas été en mesure de tous nous intercepter. Alors, le problème qui s'est posé, c'est du point de vue de la coordination internationale, leur raisonnement, c'était de se dire, ok, c'est vrai, mais on ne peut pas exclure que s'il y en a 3 ou 4, ce qui était le scénario probable, qui réussissent à passer en s'y prenant comme ça, on ne peut pas exclure que l'ultime ligne de défense, ce soit de les couler. Et donc, au cas où, on va rester groupés, même si on sait que ça leur facilite le travail, ça évite qu'ils aillent jusqu'à couler des bateaux parce qu'ils ne sont pas en mesure de les intercepter. Alors, je fais partie des gens qui pensent, après coup, qu'en fait, on aurait dû se disperser et qu'ils ne seraient pas allés en face jusqu'à nous couler. Voilà, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Par ailleurs, au moment de l'interception, ce qui s'est passé, c'est que on a été abordé, comme dans un acte de piraterie, si vous voulez, on a été abordé par l'armée israélienne, et donc des petites unités Allô? se sont présentées. Oui, vous m'entendez ou pas? Alors, ah bah, vous n'y êtes pour rien. Voilà, on est en enregistrement. Donc, vous m'expliquiez l'arrestation Oui. donc de la... Alors, ce qui s'est passé concrètement, c'est que vous avez des petites unités de 4 ou 5, de 4 ou 5 soldats par voilier qui ont donc abordé les voiliers, mais c'était, en termes de modus operandi, c'était un acte de piraterie, quoi. Et donc, on a été abordé, comme on dit, à l'abordage, quoi. C'est ça qui s'est passé. Les conditions dans lesquelles ça s'est passé ont été très variables selon les bateaux. Il y a des bateaux, c'est mon cas, sur lesquels les soldats se sont comportés de manière correcte. Voilà, à part le fait qu'ils aient violé nos droits et le droit international en nous kidnappant dans les eaux internationales, à part ça, ils ont été tout à fait corrects. Mais il y en a d'autres qui ont eu une expérience beaucoup plus difficile, puisque il y en a d'autres, les soldats les ont entassés intentionnellement sur le pont à l'extérieur du voilier, en plein cagnard, le lendemain matin de l'abordage, pendant les plusieurs heures qu'ont duré la traversée jusqu'au quai d'Ashdod. Donc, vous voyez, c'est très variable. Ensuite, donc, on a été emmené au port d'Ashdod, et c'est là que les premiers vrais mauvais traitements ont commencé. À titre personnel, pour avoir refusé un certain nombre de choses, notamment le refuser d'enlever mon bracelet palestinien que je portais, que j'avais taillé dans un kéfier, je me suis fait casser la gueule sur le port d'Ashdod par un officier du ministère de la Sécurité nationale, qui est le ministère de Ben Gvir. On nous a forcé, dès notre arrivée, à nous prosterner sur le quai face à un drapeau israélien. Par ailleurs, Greta Thunberg a été traitée comme une espèce de trophée de chasse, c'est-à-dire qu'elle a été enveloppée de force dans un drapeau israélien et servie comme ça à l'intention de Ben Gvir. Je vous rappelle qu'elle a 22 ans. Bon. Par la suite, on nous a fait passer un circuit administratif qui consistait en fait à nous présenter 4 ou 5 fois le même papier à signer, qui était un papier d'extorsion d'aveu, comme quoi on serait entré illégalement en Israël, ce qui est faux à plusieurs titres, hein, notamment parce que Gaza n'est pas un territoire israélien, mais je ne rentre pas dans les détails. Par la suite, à la seconde où on n'est plus à l'étape administrative et que ça y est, on part pour la prison, donc le camp de Ketziot, les maltraitances commencent tout de suite.
enfin la torture en l'occurrence, puisque dès qu'on entre dans les paniers à salade, vous savez, les fourgons de détention, ils nous mettent d'abord une chaleur étouffante. J'entends par là une chaleur suffocante, on est très au-delà des 40 degrés, et assez peu de temps après, ils vont vous mettre un froid de chambre froide, un froid polaire, tellement froid que vous devez vous serrer les uns contre les autres entre détenus, et ça dure pendant plusieurs heures de traversée pour pouvoir tenir par rapport à la température tellement froide qu'il fait. Et donc on est ensuite arrivé au camp de Ketziot, et là, ils nous ont entassés à 10-12 dans des cellules pour 6. Alors, sans aucune promenade, ça a l'air, quand on ne l'a pas vécu, ça a l'air d'un détail. Mais en fait, quand vous passez plusieurs jours sans pouvoir sortir de votre cellule qui est surpeuplée, c'est une difficulté supplémentaire. Par ailleurs, il y a eu torture par privation de sommeil, en rallumant la lumière toutes les 2 heures pendant la nuit. Et en plus de ça, il y a des éléments qui sont assez flippants, je vais vous dire, parce que sur plusieurs choses, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé leur méthode habituelle avec les détenus prisonniers, avec les détenus palestiniens, dont je rappelle que 85% sont des civils inculpés de rien, juste raflés, mais en se retenant au dernier moment d'aller au bout de ce qu'ils étaient en train de nous faire. Je vous prends un exemple pour que ce soit plus clair. La nuit, ils faisaient le tour de la cellule avec des chiens. Et donc vous saviez, de manière parfaitement claire, que s'ils les lâchaient, voilà. Et figurez-vous que quand les détenus sont des Palestiniens, les chiens, ils les lâchent. Et ça résume assez bien la démarche, c'est-à-dire que, par exemple, ils nous ont pas, personne n'a été abattu dans sa cellule, dans notre cas. Mais on a eu plusieurs fois des soldats en cagoule avec des flingues énormes en train de les braquer sur nous en faisant le tour des cellules comme ça. Dans le cas des Palestiniens, il arrive qu'ils les descendent. On le sait parce qu'en fait, dans le bloc des femmes, dans ce qui nous concerne, nos camarades féminines ont vu dans certaines cellules, ont vu des impacts de balles sur les murs. Donc on sait qu'il y a des détenus palestiniens qui se font exécuter sommairement dans les cellules. On le sait parce qu'on l'a vu. Enfin, on a vu les traces. Pas moi, mais les prisonnières de notre collectif l'ont vu. On en vient donc sur le traitement des Palestiniens, on en vient donc sur donc le génocide à Gaza, donc une position partagée par de nombreuses ONG et des instances internationales. C'est pas une position. Non, c'est pas une position. J'insiste là-dessus parce que il faut pas tomber dans le panneau. C'est très important. Il faut pas tomber dans le panneau de transformer la qualification de génocide en une affaire d'opinion. C'est pas une opinion. Je vous explique en fait. Là, c'est ma question. Les ONG internationales expliquent qu'il y a un génocide à Gaza. Donc moi, je vais vous poser donc la question sur quel est le regard sur le génocide à Gaza. Donc moi, c'est pas une opinion, c'est un fait. Je suis l'une j'interviens souvent en plateau et j'insiste bien sur le fait que c'est Amnesty International, Oxfam, les ONG, même des ONG israéliennes, qui explique qu'il y a un génocide à Gaza, il y a des éléments, il y a des enquêtes fouillées. Donc, je ne suis pas dans l'opinion, je suis dans les faits, je suis journaliste. Donc, je voulais savoir votre regard là-dessus. Mon regard là-dessus, si vous voulez, c'est qu'il y a... on pourrait se dire, bon, ce qui serait pratique sur ces discussions interminables au sujet du génocide, ce qui permettrait de passer à autre chose en actant que c'est un génocide, tout simplement, que c'est un constat factuel. Ce qui serait pratique, c'est qu'on ait une association mondiale des spécialistes, des universitaires spécialistes de la question qui pourraient se réunir et voter là-dessus. Ce serait pratique. Il se trouve qu'ils l'ont fait. Cette association existe, elle s'appelle l'IGAS, c'est l'Association internationale des universitaires experts du génocide, et elle s'est réunie en septembre en congrès, elle a voté sur la question, et la réponse était oui à 86% des votants, c'est un génocide. Donc ça pourrait suffire en fait pour régler la question, puisque on ne peut pas faire au-dessus en termes d'expertise. Déjà. Mais on pourrait rajouter du point de vue, parce qu'après tout, le génocide, c'est pas qu'un constat d'universitaire, c'est aussi et surtout une qualification pénale, puisque c'est un crime passible de la prison à vie, de participer à un génocide. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est que, à mon avis, c'est qu'il existe une commission d'enquête indépendante de l'ONU,
Cette commission d'enquête indépendante est présidée par quelqu'un qui est compétent sur le sujet, puisque c'est l'ancienne présidente du tribunal pénal international pour le Rwanda, donc le génocide du Rwanda. Et cette commission d'enquête a rendu son rapport également en septembre dernier, et son rapport, c'est oui, c'est un génocide. Donc quand vous avez ces deux sources-là qui vous disent c'est un génocide, en fait, c'est même pas que ça renforce cette qualification. C'est juste que ça veut dire que si vous commencez à expliquer que c'en est pas un, vous êtes dans le négationnisme. C'est dans le sens-là qu'il faut voir la chose. Absolument. Donc, comment, selon vous, en fait, pourquoi le mot génocide clive et pourquoi on peut nous taxer en fait d'antisémites? Alors, on ne peut pas en réalité parce que c'est complètement hors sujet. Donc, on peut, au sens où il n'est pas illégal de prononcer le mot, mais on ne peut pas au sens où c'est totalement hors sujet. Parce que c'est quoi être antisémite? Être antisémite, c'est avoir la conviction, la croyance, si vous préférez, haineuse, que les juifs sont des personnes néfastes par essence du simple fait qu'elles sont juives. Bon. Alors, et les propos, les opinions antisémites, c'est la même chose, ce sont des propos et des opinions consistant à, enfin, reposant sur l'idée totalement fausse que les juifs seraient des gens néfastes du simple fait qu'ils soient juifs. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, quel est le rapport avec le fait d'examiner critère par critère si l'État d'Israël commet ou pas, en l'occurrence il le commet, un génocide à Gaza? Ce sont deux sujets totalement différents. Il n'y a pas de lien automatique. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un d'antisémite peut affirmer, ce qui est vrai, qu'il y a un génocide à Gaza. Mais quelqu'un qui n'est pas antisémite peut l'affirmer aussi. Et donc, en fait, ce sont deux sujets totalement différents. Vous voyez? Il n'y a pas de lien entre les deux. Et Oui. donc, une méthode particulièrement déloyale, c'est de trouver un mec qui dirait des horreurs antisémites et qui dirait il y a un génocide à Gaza. Et après, vous mettez les deux en exergue et vous dites, vous voyez bien que ceux qui disent A sont aussi B. En l'occurrence, ceux qui disent qu'il y a un génocide à Gaza sont des antisémites puisque je vous ai trouvé un antisémite qui le dit. Mais non, ça c'est raisonné complètement à l'envers. Parce qu'en réalité, d'un point de vue logique, sur le fond, ces deux sujets sont distincts. Raison pour laquelle vous avez une palanquée juste précision, raison pour laquelle vous avez une palanquée d'historiens israéliens spécialistes des génocides qui vous disent il y a un génocide à Gaza. Si c'était antisémite, ils ne pourraient pas le faire. Vous voyez? Oui, et aussi comme des collectifs comme le collectif Tzedek, je veux dire, il y a des Exactement. collectifs voilà, qui sont de confession juive aussi et qui disent qu'il y a un génocide à Gaza, qui participent aussi à certaines manifestations. Donc là, on n'est pas dans l'opinion, comme vous l'avez dit, nous sommes dans les faits. Et Oui, quel c'est ça, est... c'est une qualification pénale en fait, c'est du droit international de dire que c'est un génocide. C'est très important de souligner ça parce que sinon, en fait, ça devient... c'est une erreur fondamentale de transformer ça en une discussion qui dépendrait juste d'opinion. Non, il y a des critères précis de droit international qui permettent de dire que quelque chose est un génocide ou ne l'est pas. Par exemple, le 7 octobre, ce n'est pas un génocide, mais c'est un pogrom et c'est un attentat, il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi ce n'est pas un génocide? Parce que les 5 critères ne sont pas satisfaits. Alors que dans le cas du génocide à Gaza, les 5 critères sont satisfaits. C'est tout, c'est une question de qualification de droit pénal. De qualification et de droit pénal, bien évidemment. Et sur espoir et dignité, on développe dans ce sens-là. On est dans l'argumentaire, dans les faits, dans les sources. On n'est pas dans du débat. Donc, c'est pour ça que je vous laisse énormément vous exprimer. Parce que c'est important que les auditeurs puissent bien comprendre votre expertise et donc les véritables informations. Pour ma dernière question, quel est votre regard sur le plan Trump actuellement évoqué et plus globalement sur la situation et l'avenir de Gaza? Alors, moi, je me pose tout de suite deux questions. Une administration coloniale est-elle acceptable de manière générale? Ben non. J'estime ne même pas avoir besoin de le démontrer. Bien. Dans ce cas-là, on ne peut pas avoir une tutelle occidentale sur la Palestine, parce que la Palestine n'a pas vocation à redevenir mandataire. C'est-à-dire, la Palestine mandataire, je le dis pour vos spectateurs, mais la plupart le savent déjà, c'est que c'est comme ça qu'on appelait la Palestine quand elle était une colonie britannique. Bon.
Et donc, quand j'ai appris que Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, était envisagé pour diriger une administration transitoire à Gaza, je me suis dit, ils sont complètement fous, ils ne se rendent même pas compte du symbole que c'est. C'est comme si vous désigniez un Français pour être administrateur à la tête d'un gouvernement provisoire en Algérie. C'est complètement fou. Bon, donc première chose, l'administration coloniale, par principe, de toute façon, n'est pas envisageable. Or, c'est ça qui est proposé. Une tutelle occidentale sur Gaza. C'est pas possible. D'autre part, il y a quelque chose qui s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il y a quelque chose qui s'appelle le droit international. Hein. Moi, je m'exprime auprès de vous en tant que, l'une des personnes qui plaide pour la cause palestinienne, mais je m'exprime aussi, vous l'avez rappelé, en tant que professeur de relations internationales. Et à ce titre-là, la Cour internationale de justice a encore rappelé dans sa décision du 19 juillet 2024, elle a encore rappelé que la Palestine, le territoire palestinien, c'est Gaza, Cisjordanie, plus Jérusalem-Est. Voilà, c'est ça la Palestine, en droit international. On peut estimer que ça devrait être plus, hein, entendez-moi bien, mais ça c'est un débat pour le coup. Mais au minimum, en droit international, la Palestine, le territoire de la Palestine, c'est ça. Et on vient de le dire, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes existe. Et bien donc sur ce territoire, le peuple palestinien doit être souverain. Point, c'est tout. Et quand on dit mais par qui ça doit être gouverné, bah, ça tombe bien, pareil, l'ONU a déjà identifié depuis plusieurs décennies une autorité qui est la seule légitime pour représenter à l'international le peuple palestinien. Cette autorité, c'est l'autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas et dirigée, en gros, je simplifie, par le Fatah. En vrai, c'est plus large puisque l'OLP a différentes composantes. Mais voilà. Donc, il n'y a même pas à se poser la question qui doit diriger les territoires palestiniens, c'est-à-dire la Palestine indépendante et souveraine. Bah, c'est cette autorité. Même si j'ai évidemment comme préférence que des élections libres et transparentes soient organisées le plus vite possible dans la Palestine souveraine, mais c'est même pas à moi d'en décider puisque je ne suis pas palestinien. Absolument. Eh bien, Thomas Guénolé, je pense qu'on va terminer l'entretien. Je vous remercie infiniment pour votre expertise. Vous retracez aussi votre expérience au théâtre Le République pour votre seule en scène, Un bateau pour Gaza. Alors, ce n'est plus sur scène, parce que c'était une représentation unique, parce que ce n'est pas mon métier, donc je ne suis pas en situation matériellement de pouvoir faire régulièrement des représentations sur scène. Cependant, si vous allez sur ko-fi.com, vous connaissez Personnellement, je ne connais pas. ko-fi.com. Voilà, c'est une plateforme qui permet de mettre ces vidéos en ligne pour les gens qui souhaiteraient les acheter. Et donc, la vidéo est en vente, la vidéo du spectacle est en vente à 6,50 € et l'intégralité des bénéfices sont pour le fonds Urgence Gaza de MSF. Oui, ça j'avais vu, absolument. Je vous remercie infiniment Thomas Guénolé. Je vous en prie, c'est un plaisir. Voilà, et restez connectés sur Espoir et Dignité pour l'émission Les Voix Libres. Voilà.